propose, conformément au programme, d'avoir quelques échanges pendant une demi-heure environ pour respecter le timing de la journée. Une discussion apéritive car un buffet prévu ailleurs à la Sorbonne. Donc il y aura une petite visite guidée par les directeurs du service. Et en attendant, voilà, quelques échanges alors qui peuvent tout à fait venir d'ici entre les intervenants de la table ronde, mais j'imagine aussi que peut-être vous avez des questions. Je vous propose de vous... on ne se connaît pas tous, bien qu'étant une sorte de tribu constituée autour de la journée, et je vous propose de vous nommer rapidement avant d'intervenir. Et c'est François... Non, d'accord. Madame, peut-être, non? Voilà, je sentais des demandes de précision ou enfin, des envies de précision. Je sens que dans la famille Alphen, il y a des petites... On entend très mal. Merci de votre présence et on peut vous demander voilà, votre réaction à certaines choses qui ont été dites ou en très franche. J'ai pas entendu, on n'a pas entendu votre... Je sais pas, des réactions très spontanées que vous pouvez avoir à ces propos qui étaient riches, hein, qui ont fait revivre, je trouve, beaucoup Émile Durkheim, mais dans bien des aspects, des contradictions et... Oui, enfin pour nous, pour moi en tout cas, ce qui est très émouvant dans cette journée, c'est le retour du buste, qui a été quand même une odyssée invraisemblable et à laquelle on a pas mal participé. Et puis voilà, retrouver cet arrière-grand-père qu'on avait un peu perdu quand même, qu'on n'a pas beaucoup suivi, parce que moi j'ai pas fait d'études sociologiques, donc tout ça me paraissait très compliqué. Et voilà, et donc c'est très émouvant. Merci. Moi, je voudrais te poser une petite question. Il me semblait avoir entendu des choses, même si c'est très différent, peut-être je fais une erreur d'interprétation, mais la guerre, là, par rapport à l'Allemagne, dans laquelle il avait une grande image, Durkheim commence sa vie intellectuelle par ses voyages en Allemagne, et puis la communication de Birnbaum. Dans les deux cas, il y a une chose qui rentre pas dans son schéma pour aller vite. Il dit ça va être que passager. Non, mais c'est intéressant parce que je ne pense pas que le parallèle puisse être poursuivi jusqu'au bout, bien que la fin de Birnbaum arrive au patriotisme et au nationalisme. Et donc, si je reviens, ma question, c'était d'abord, est-ce que d'ailleurs, c'est pas un schéma assez général en sociologie, quand quelque chose marche pas théoriquement, comment on évacue la question en disant c'est passager, c'est secondaire. Mais c'était la deuxième question que peut-être, même si j'ai beaucoup apprécié ta communication, qui était sur je voudrais pas reprendre la dernière phrase de Birnbaum, c'est le parti républicain a couvé l'œuf d'où est sorti le nationalisme. Et quand même, pourquoi à ce point-là, Durkheim qui le pense et qui l'écrit, va à ce point s'engager quand même, pas obligé en 16 et tout ça d'être aussi engagé. C'est quand même un des intellectuels les plus engagés dans la pensée nationaliste. Alors comment on peut dire que ça couve quelque chose de pas forcément terrible et puis d'être aussi engagé? Pour moi, il y a une petite intrigue entre vous deux. Entre vous deux au sens scientifique. Mon Dieu. Lequel déjà c'est pas républicain. Et je prends la question, vous répondez tout de suite ou Jean-Claude Passeron? D'accord. Donc Jean-Claude Passeron, on peut peut-être prendre une
2 ou 3 questions autour du même thème. Oui, pour... Dans le micro, c'est mieux. Dans le micro, oui, comme ça. Il n'y a pas de bouton. Si, j'allume. Ah bon, merci. Oui, et je prolonge la question que posait François de Saint-Gly à Birnbaum, dont la perspicacité dans l'interprétation, mot qui est plus weberien que durkheimien, m'a beaucoup frappé. Et je me demande si, souvent, là, dans les comparaisons qu'il fait, et il se reporte à la génération suivante, parce que moi, personnellement, je me trouve être arrivé à la Sorbonne comme assistant de Raymond Aron, et c'est, je ne dirais pas complètement, mais la même histoire. Chez les intellectuels complètement francisés depuis 3 générations, Raymond Aron avait le même rapport à l'explication des faits, et le même rapport d'évitement, voilà ce que j'ai entendu, que Durkheim. Et simplement, l'histoire est différente. Parce que la guerre des 6 jours représentera, pour cette génération des intellectuels francisés, un autre tournant. Mais j'ai bien connu, on peut dire, c'est pas évident, parce que c'est aussi euphémisation. Mais Birnbaum a mis l'accent sur la contradiction méthodologique que ça représente chez ces auteurs, chez ces sociologues, c'est-à-dire une contradiction sociologique. Pourquoi éviter alors qu'ils se sont intéressés à tellement d'objets sociologiques et d'objets symboliques, d'objets idéologiques, et pourquoi éviter... Je pense qu'il y a là aussi des raisons d'évitement chez le sociologue de poser complètement la question sociologique des... Weber, évidemment, en a beaucoup parlé à propos des peuples parias, mais justement, ça n'est pas dans le vocabulaire. Paria n'est pas dans... on ne le trouve jamais chez Durkheim. Peut-être une dernière question. C'est sur ça. Ou peut-être là, On a un petit peu. un petit peu sur ça. Merci de vous présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Étienne Lévy et je suis aussi apparenté avec Durkheim et Mauss. Et je voulais faire 2 remarques, une pour M. Birnbaum par rapport à son exposé, parce que je trouve qu'il expose des choses qui sont assez compliquées, alors qu'on peut les aborder d'une façon tout à fait différente, ou tout à fait, enfin un peu dans le même sens, en partant du livre de Theodor Herzl sur l'État juif, qui a été écrit aussi à propos de l'affaire Dreyfus, et dans lequel Herzl voit une séparation définitive entre la France et les Juifs, parce que l'affaire Dreyfus est insupportable et qu'automatiquement les Juifs vont quitter la France et que c'est une séparation définitive, quoi. Alors que Durkheim, dans le sens contraire, consacre toute son œuvre à la soudure, qu'on pourrait dire, entre la judaïté et la France, quoi. Donc je trouve que l'opposition Durkheim-Herzl est peut-être très éclairante dans ce qui nous a été expliqué, quoi. Et puis par rapport à ce qu'a dit M. Marcel, je voudrais faire une remarque concernant le livre de Robert Hertz qui a été écrit, qui a été publié après la guerre, avec des lettres qu'il a écrites à sa femme, parce que j'ai été un peu étonné que la notion de sacrifice, qui est un peu fondamentale aussi bien chez Durkheim que chez Mauss, puisque il y a eu de nombreuses études là-dessus, notamment la dernière parution des études durkheimiennes qui m'avait été envoyée par un professeur qui justement est un professeur des écoles à Marseille, qui s'appelle monsieur, enfin son nom m'échappe. Enfin, dans cette revue des études durkheimiennes, il y a une approche du sacrifice telle que c'est exposé par Mauss, telle que c'est exposé par Durkheim. Et chez Hertz, c'est déchirant, enfin, parce qu'il écrit des lettres à sa femme, il est sur le front, il est entre 1914 et 1915, il sait qu'il va mourir, et il dit à sa femme « je meurs heureux », et sa femme, elle n'est pas très contente de recevoir les avis de sa mort, hein, franchement. Elle oscille entre les deux, il y a des fois il lui dit « vas-y », puis il y a des fois il dit « non ». C'est absolument, enfin c'est un peu déchirant, quoi, et je trouve que par rapport à ce qui a été dit sur la culture de la guerre, la notion de sacrifice est malheureusement beaucoup plus fondatrice et très grave, quoi, parce que avoir appelé comme ça des générations au sacrifice, je trouve que Durkheim, enfin évidemment, il a sacrifié son fils, mais il était un peu irresponsable, quoi. Enfin,
Donc, des réponses. Je peux donner juste un détail. Encore une? Non, j'en sais rien. Moi, c'est toi. Ah bah, Moi, je porte le micro. Ah d'accord. Non, je ne sais pas. Peut-être compléter sur ce sujet une dernière petite question et on répond. Non. Je pense qu'on Voilà. pourra faire ça. Oui. C'est autre chose. Quand même rester là parce qu'on a eu. À mon avis, la plupart des questions de fond, elles sont plutôt adressées à Pierre Birnbaum. Donc, je vais juste répondre à ce que vous venez de dire là. Dans les lettres que Hertz envoie à sa femme, alors moi, en fait, j'ai croisé ça avec la façon dont Halbwachs, Bouglet et Durkheim vivaient la guerre. Et alors, il y a une très belle lettre de Durkheim à Mauss ou à Halbwachs, je ne sais plus, qui dit en substance Hertz qui veut se sacrifier à des accents barésiens, il dit pas ça comme ça, bien sûr. Hein, il dit, il est un peu givré. Enfin, ça lui monte à la tête. Je ne le suis pas sur cette voie-là. C'était juste un détail. Donc, si vous voulez, oui, en effet. Ceci dit, c'était pas le même sacrifice apparemment. Ils le voyaient pas l'un et l'autre de la même manière. Je vais essayer de répondre à quelques-unes des interrogations qui ont pu être formulées. La relation entre nationalisme et patriotisme est complexe et elle l'est davantage pour les Juifs. Les Juifs français sont l'exemple même de citoyens patriotes qui refusent évidemment toute forme de nationalisme de type idéologique, racial, extrême. Il se trouve néanmoins ici que, et ça vient d'être dit à l'instant, qu'un certain nombre d'entre eux, comme Hertz, dans ses lettres, deviennent véritablement barésiens. C'est-à-dire, ils ne sont pas les seuls. La société française dérape un tout petit peu dans une logique d'affrontement avec l'ennemi. Entre patriotisme et nationalisme, les choses peuvent être liées l'une à l'autre. Entre la théorie de Renan, les deux théories de Renan de la nation, on passe ici du rationalisme à la violence et au racisme. C'est le cas de Hertz, ces êtres sont terribles. Et Durkheim s'en moque, comme ça vient d'être dit. Et c'est intéressant de voir que Barès, grâce aux lettres de Hertz, réintègre les Juifs dans la nation française. Dans son grand livre sur les familles françaises, à ses yeux, les Juifs sont maintenant partie prenante des grandes familles françaises. Pas pour longtemps. 2-3 ans plus tard, elles n'y seront plus. Mais grâce au sacrifice par le sang, les Juifs peuvent être considérés comme des citoyens français. Alors, il y a là un dérapage, mais qui est le propre de toute la société française et de toutes les sociétés en guerre, finalement. Comment peut-on maintenir en état de guerre une interprétation purement ronanienne de la nation, une interprétation purement en termes de raison, de science et de conception universaliste des choses? L'affrontement guerrier et la violence qui en résulte mènent visiblement à ces conséquences extrêmes du nationalisme. Alors, je pense tout de même, pour évoquer les questions difficiles et pénibles évoquées par Passeron, je crois, et je le dis avec peine, que ces questions dont tu as, je pense à l'époque, évoqué le caractère difficile ou peu abordé par la sociologie française, restent de nos jours encore quasiment absentes des travaux de la sociologie, et que écrire le mot juif pour un sociologue, c'est vraiment démissionner de son métier pratiquement, c'est pratiquement être exclu de la profession, c'est se retrouver au banc de la société ou de la profession. Je pense qu'il y a une difficulté propre à notre société à rendre compte des Juifs comme des Bretons ou des Berrichons, après tout ce sont des citoyens français, et d'analyser leur sociabilité, leurs valeurs, leur culture, sans pour autant être taxés de vision idéologique, sioniste, tout ce qu'on veut, en tout cas le mal intégral. Et c'est cette difficulté qui existe encore de nos jours, qui je crois explique l'absence de connaissance véritablement du monde juif, des milieux juifs français depuis la Révolution française. Il y a très peu de travaux publiés en France, qui soient des travaux sociologiques, historiques, basés sur des archives, avec un travail empirique.
Il y a bien sûr des choses sur la Shoah, sur ma grand-mère, le strudel, mes ancêtres, etc. Des récits de déportation, tout ça, bien sûr, il y en a beaucoup. Mais des travaux de sociologie argumentés avec du matériel quantitatif, des variables, comme on le ferait sur les Berrichons, les Bretons ou les Normands, ou les ouvriers, ou les paysans, il y en a malheureusement très peu. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que Aron n'ait pas lancé ce type de sujet, n'est pas... Néanmoins, je peux ajouter un mot, c'est que je suis moi-même un élève de Raymond Aron, je fais ma thèse avec lui. Il se retournerait peut-être dans sa tombe s'il connaissait les travaux que j'ai pu écrire plus tard, mais je ne le crois pas, justement. Et un petit peu à la différence de ce qu'a dit Jean-Claude Passeron, on peut oublier la guerre des 6 jours. On rappelle souvent Aron à la guerre des 6 jours et à sa fameuse déclaration. Aron est tout à fait intéressé par ces questions, je dirais beaucoup plus encore que Durkheim, et il le vit dans son être humain, et il l'écrit. Il y a tout un ensemble de textes qui sont peu connus, qui datent des années 45, 46, 47 déjà, où il utilise même la dimension collective, nous. Il n'écrit pas « je », il écrit « nous », en permanence dans le texte qu'il écrit. Donc il indique une idée d'appartenance à une culture, un milieu, un monde, une sociabilité, peu importe l'utilisation que l'on va utiliser, qui a souvent échappé. Et là encore, il y a très peu de travaux sur la dimension juive de l'œuvre de Raymond Aron. Le livre de Perrine Simon-Naoum, elle a édité des articles simplement, mais il y a très peu de travaux. C'est-à-dire que, de même qu'il y avait très peu de choses sur la dimension juive de Durkheim, si vous lisez la grande thèse, qui reste encore la grande thèse, pardonne-moi, de Stephen Lukes, la tienne est tout à fait, de ce point de vue, c'est pas une thèse, mais là tu réintègres complètement cette dimension dans ta biographie. Mais la grande thèse de référence sur Durkheim reste la thèse de Lukes. Il n'y a pratiquement rien sur l'appartenance juive, sur la vie juive, sur les réflexions à l'égard du judaïsme. Dans l'œuvre de Durkheim, il n'y a pratiquement rien. Or, c'est ce livre qui est la Bible, encore aujourd'hui, des étudiants sur Durkheim dans le monde entier. Ça reste encore le livre de référence. Donc, il y a une difficulté sur laquelle, effectivement, il serait bon de s'interroger, en particulier en France, dans notre société, hier comme aujourd'hui. Si, je crois que Madame voulait intervenir. Ah oui, c'est vrai. May I speak in English, please? My franglais is painful. Just 2 questions. Durkheim said he was a rationalist. And this, I think, shows that there's not the great incompatibility in his method that you point to. Secondly, how does your argument fit with his moral humanism, where he regards the human being as a sacred thing, par excellence? Isn't anti-Semitism then a failure of moral humanism? And that is the thing that needs to be explained. And that moral humanism, thirdly, is undercut for Durkheim by inequality, which is the great evil. Le mal is not a petite chose. Le mal is a serious failure of modern society. There's just 3 reflections. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, je pense que... Non, c'est à toi. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir des sociologues polis. Après vous, je vous en prie. Bon, allez, sortons sur le... Je suis navré de reprendre la parole. Je vous répondrai en français, ça ne vous gêne pas, je pense. Oui, vous avez parfaitement raison, mais je n'en trouve pas trace dans l'œuvre de Durkheim lui-même. C'est-à-dire que la question que vous posez, c'est la vôtre, et vous avez le droit, et elle est parfaite. Mais Durkheim n'aborde pas cette question de l'antisémitisme, puisque c'était mon sujet ici, à travers cette vaste discussion de l'humanisme, du rationalisme. Ici, on a des causes principales, des causes secondaires, des causes accessoires. Il instaure, il énonce, il essaye de mettre en place difficilement une sociologie de l'antisémitisme extrêmement factice et fragile, mais néanmoins féconde.
Et il abandonne complètement les grandes idées que vous évoquez sur l'humanisme, le human being, très bien. Les juifs sont des human beings comme d'autres, bien évidemment, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit sur l'antisémitisme, vous voyez. Et donc il faut aller plus loin, je pense, et essayer de comprendre le failure, comme vous dites, ça n'est pas celui que vous, enfin, à mon sens, ça n'est pas celui que vous indiquez. Le failure, c'est pour quelle raison, et je reviens à ce que j'ai dit il y a un instant, pour quelle raison des sociologues de culture juive, comme Mauss, comme Durkheim, comme Lévi-Brühl, comme Lévi-Strauss plus tard, je répète, comme Lévi-Strauss plus tard, rejettent totalement ou presque, dans leurs travaux sérieux de sociologues sérieux, toute écoute, tout intérêt sociologique professionnalisé à l'égard d'une partie de leur esprit, d'une partie de leur culture, d'une partie de leur manière d'aborder le social. C'est une question intéressante, qui n'est pas le cas aux États-Unis ou en Angleterre, précisément. C'est vrai, peut-être que sur l'affaire de l'antisémitisme, d'une manière plus... Je pense qu'il faut aussi rappeler l'attitude de Durkheim à l'égard de l'affaire Dreyfus. Il répond à un moment donné, pourquoi me suis-je engagé aussi complètement dans les débats? Et la réponse est, d'autant plus que sa femme est une Dreyfus, et c'est pas parce que Dreyfus est juif, c'est parce qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une question humanitaire, de droits humains. On veut défendre finalement les droits d'un innocent à se défendre. Je pense donc là, on rejoint l'humanisme qu'on retrouve ici, ou cette idée d'humanisme à travers les droits universels des individus. Je pense que cette dimension-là, quand même, Durkheim tient à le rappeler. C'est pas parce que je suis juif que je m'engage dans ce débat. Sur la guerre, juste pour rappeler peut-être quelques petites choses. C'est vrai que, Hertz était, à la fois, son père est allemand, était juif, c'est quand même, qu'il s'engage dans cette guerre, était quand même probablement, c'est vrai qu'il écrivait des lettres incroyables. Il dit, si je meurs, ce sera finalement pour laisser à mon fils Antoine, qui a 4 ans, de laisser à mon fils Antoine une France libre. Et Durkheim, effectivement, était très agacé. Je pense que, comme il était très énervé lorsque Marcel Mauss a décidé de s'engager volontairement dans l'armée au moment de cette période-là. Donc, je pense que Durkheim avait, oui, cette idée du sacrifice, du patriotisme, mais sans jamais aller... Je pense qu'il n'acceptait pas qu'on se jette comme ça, disons, sur les fusils de l'ennemi. Je pense qu'il fallait se préserver sa vie. Donc, je pense qu'il faut analyser aussi ces périodes-là comme étant des périodes extrêmement difficiles. Il y a des émotions. Je pense que les émotions revenaient beaucoup plus fortement dans ses correspondances à ce moment-là que ce qu'il écrit, disons, dans ses propres textes. Dernière chose que je dirais, disons, non, c'est vrai que ces lettres aux Français, c'est intéressant à lire. Bon, moi, je dis toujours, souvent, à quelqu'un pour lequel j'ai de la compassion, qui traverse une épreuve, je dis, rappelez-vous ce que Durkheim conseillait aux Français, dans ses lettres aux Français, quelle était sa devise? C'était confiance, c'est un point de vue assez sociologique. Confiance et patience, nous vaincrons. Donc, ayez confiance en nous, croyons en nous et ayons le temps, la patience de se battre et on vaincra. Vous pouvez dire ça à un étudiant qui vient, ou quelqu'un qui va passer son habilitation. Confiance et patience, vous vaincrez. Et donc, juste pour terminer sur ces lettres aux Français, il y a un malaise que j'avais en lisant cette lettre-là, et peut-être Birnbaum n'a pas fait allusion directement, c'est que on ramène souvent des questions où peut-être notre collègue Marcel pourrait aussi en parler. Bon, il y a cette référence au caractère national, à la mentalité. Et ça fait, disons, ça surprend finalement de voir chez Durkheim ce type d'analyse, au fond, du peuple allemand à partir de son caractère national, de sa mentalité. Et ça, c'est pas nécessairement... Est-ce que c'est des contradictions? Je ne sais pas. C'est toujours le problème que j'ai avec un auteur. Est-ce qu'il faut chercher la petite puce? Est-ce qu'il faut chercher l'ambiguïté? Qu'il y a, moi, des ambiguïtés, qu'il y a certaines contradictions dans les textes d'un auteur, c'est pas quelque chose qui me choque. Je pense que, s'il avait eu soit la possibilité d'écrire plus longuement, peut-être, je pense que c'est pas un échec d'une œuvre. Je pense que c'est propre à chacune de nos œuvres, je pense, et qu'on veut, finalement, peut-être les plus cohérentes, les plus fortes, mais je pense que de l'identifier n'est pas nécessairement identifier un échec de la pensée de Durkheim. Oui.
Moi, je voudrais rebondir à partir de la question initiale de François et sur ce que Pierre Birnbaum a dit. Est-ce qu'on ne peut pas dire, au fond, l'Allemagne en guerre, la guerre contre l'Allemagne, dans une certaine mesure, du moins c'est ce que j'ai essayé de dire, ça heurte de plein fouet une conception du social qui s'appuie, comme toute conception ou comme toute théorie scientifique, sur des présupposés ou des axiomes. Ça doit forcément se passer comme ça veut dire on va forcément vers du progrès, les sociétés sont de plus en plus rationnelles, etc. Si elles basculent dans l'irrationnel aux yeux des Durkheimiens, c'est aberrant, ça ne peut pas se penser. Est-ce que, de ce point de vue-là, on peut considérer que l'antisémitisme qui ressurgit, etc., ça ne peut pas être aussi quelque chose d'aberrant au fond, parce que ce n'était pas quelque chose de prévisible, compte tenu de la façon dont on voit le social, etc. etc. Mais là, j'y connais pas grand-chose pour pouvoir donner une réponse. Autrement dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle entre les deux? Ou est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse un parallèle entre les deux? Au fond, cette guerre, cette sauvagerie, c'était pas pensable compte tenu de ce qu'on pense des sociétés. Oui, l'antisémitisme, compte tenu de ce qu'on pense des sociétés, dans une certaine mesure, c'est peut-être pas pensable non plus. Enfin, je sais pas. Hein. C'est juste une piste que je suggère. Terminer par une piste, c'est bien. Jean-Manuel a une question, peut-être. On termine par la question de Jean-Manuel de Kéros. C'est mieux, et peut-être après... Bon, dernière question. Merci. En fait, c'est pas une question. Je rebondis sur la conversation collective là qui s'instaure un peu, et sur cette interrogation et ce constat en même temps. Pas seulement Durkheim, Mauss, et puis les autres après, Lévi-Strauss, Aron, ne s'intéressent pas, mettent de côté, sont réticents à non seulement à parler en tant que juifs, bien entendu, mais à s'intéresser même à cette question-là. Alors, je me demande simplement si ce serait étonnant que ça soit juste, mais enfin je fais l'hypothèse quand même. S'il n'y a pas une réponse simple, à savoir que, prenons l'affaire Dreyfus, quel est le canal d'action à Bordeaux? C'est la Ligue des droits de l'homme. Et il y aurait comme une espèce de sortir de ce discours humaniste, universaliste, rationaliste que développe Durkheim, dans l'éducation morale et ailleurs, parler, étudier, prendre comme objet l'antisémitisme, c'est quelque part, je trouve pas le mot, ils ne sont pas sur cette ligne-là. Je veux dire que venir sur la question de l'antisémitisme, c'est donner de la place à une question qui est aux antipodes de la conception à laquelle ils croient et qu'ils veulent développer. Enfin, je le dis pour Durkheim, mais je pense qu'on pourrait le dire pour certains de ses successeurs également. Voilà. En parler et en faire un problème, ce serait affaiblir la position qu'ils veulent tenir. Bon, c'est un peu simple, mais est-ce que ce ne serait pas ça l'explication de cette espèce d'énigme? J'aurais peut-être juste terminé pour rappeler que pendant la période de la guerre, Durkheim a été l'objet d'une attaque très dure de la part d'un sénateur, je pense que c'est Villain, et c'est son nom, j'essaie de me rappeler, et Godin de Villaine, et donc il a déclaré publiquement que Durkheim avait importé des idées venant de l'Allemagne et qu'il était presque un traître à la France. Et ça l'a heurté, blessé, meurtri. Je pense que ça l'a rendu encore plus triste et plus désespéré, plus déprimé. Et il y a eu une mobilisation à ce moment-là, à la fois du milieu universitaire et tout ça, mais tout ça pour vous dire que dans cette période, disons, de la guerre, Durkheim a été lui-même attaqué en tant que juif comme traître à la patrie, quoi. Et vous savez qu'est-ce que Marcel Mauss avait écrit à ce moment-là à son oncle? Il dit « Quand je reviendrai sur Paris, je vais aller lui casser la gueule à ce sénateur. » Nous avons une dernière des dernières interventions, mais c'est vraiment la dernière. La journée se poursuit cet après-midi et on peut discuter aussi autour du
Oui, bonjour. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, parce que depuis tout à l'heure, j'avais envie d'essayer de dire ce genre de choses. Mais en fait, je voulais juste rajouter une chose, c'est que si on ne peut pas répondre à la question de l'antisémitisme, c'est comme... Enfin, surtout venant de Durkheim, qui, lui, vient d'un background complètement juif, comment on peut essayer de répondre à une question en disant oui, je veux essayer de comprendre pourquoi on me rejette en fait, et pourquoi telle personne veut me rejeter, et c'est impossible. Enfin, je sais pas, c'est bizarre de vouloir faire, de vouloir essayer de comprendre, et de même, je pense que c'est impossible de pouvoir comprendre pourquoi on est rejeté dans une société. Et enfin, je sais pas si c'est très clair. Je suis désolée, mais Yves Durkheim, je pense que effectivement l'une des questions qu'aborde ma fille Alizée là, c'est l'instinct de survie. C'est-à-dire que il faut savoir qu'Émile Durkheim d'ailleurs aurait pu être allemand. Je veux dire, dans sa famille, on était au travers des siècles passés d'un côté ou de l'autre du Rhin. Il se trouve qu'à un moment donné, ça a été côté, je dirais, de la France. Mais finalement, en fait, il ignorait évidemment pas le passé, son passé. Donc, je pense qu'il y a un instinct de survie qui consiste à finalement réduire l'état de juif à une religion. Je suis d'origine juive, et c'est vrai, de deux choses l'une, soit on considère que être juif c'est être de religion juive. Est-ce qu'on dit je suis d'origine catholique? Non. Donc on est catholique, ou éventuellement on est agnostique, etc. De la même façon qu'on peut dire je suis d'origine juive. Je pense que c'est une façon de dire je relègue le statut de juif à la religion, et voilà, je ne suis plus dans la religion juive. Je pense que c'est une façon de le faire. C'est une façon aussi de s'intégrer dans une société, et je veux dire, en tant que descendant, et pour l'avoir vécu moi-même, je suis baptisé catholique, même si mes convictions ont un peu de plomb dans l'aile, mais est-ce que je peux dire je suis d'origine juive? Je ne sais même pas. Mais par contre, comme le disait aussi mon père, finalement c'est le regard des autres qui fait que vous êtes juif ou que vous ne l'êtes pas. Donc voilà, je pense que la réponse c'est la survie. C'est peut-être une des façons de, effectivement, ce que dit Alizée, est-ce qu'on peut vivre en se sentant rejeté tout le temps, quoi. Parce que dans l'arbre, vous êtes où? Alors nous, on est sur une branche à côté, c'est-à-dire que Moïse Durkheim, le rabbin d'Épinal, a eu 2 fils et 2 filles. L'un des fils, le frère d'Émile, c'est Félix, qui a eu donc mon grand-père, Henri notamment. Voilà. Merci. Est-ce que je peux ajouter un mot, s'il vous plaît? Est-ce que je peux ajouter un mot à ce qui vient d'être dit? Une petite seconde, là. Oui. Bon, alors allez-y. Je crois quand même, monsieur, que vous sous-estimez la conscience de Durkheim lui-même. Et je mettais l'accent sur une contradiction, enfin sur un étonnement sur cette origine juive, parce qu'en réalité, si vous regardez son comportement personnel et le contenu de ses ouvrages, les références au judaïsme sont extraordinairement nombreuses, des références tout à fait poignantes, comme celle très peu souvent soulignée dans le suicide, au suicide collectif de Masada, qui est un passage à peu près jamais perçu par la sociologie, et qui est tout à fait incroyable de trouver dans le suicide un développement sur le suicide des Hébreux à Masada pour éviter l'asservissement aux Romains. Et il y a une réflexion d'ailleurs sur ce suicide. Il se suicide pour une idée, pour défendre une idée, non pas donc. Il change complètement de raisonnement à nouveau. Ça n'est plus du tout le lien entre éducation, etc., et type de suicide. Il dit là, il se suicide pour défendre une idée. Donc il est bien conscient de l'existence d'une motivation à rester juif et jusqu'au suicide. Je pense d'ailleurs, et peut-être que vous le sous-estimez aussi, que Durkheim, et ça Marcel le sait mieux que moi, enfin au moins aussi bien, sinon plus, que Durkheim, dans sa propre vie, est resté juif. Qu'il met ses habits pour aller fêter Yom Kippour, il voyage pendant des heures et des heures, et il reproche à Marcel Mauss de ne pas vouloir célébrer Yom Kippour. Donc, il a aussi une pratique, et je pense qu'il
il faut le dire, ça c'est pas seulement l'instinct de survie comme vous le dites, il a une pratique juive, il a une connaissance du judaïsme, il cite le Pentateuque à tout bout de champ, il a une connaissance du judaïsme, il a une pratique du judaïsme, il se marie avec une juive, il meurt comme juif dans un cimetière juif. Alors évidemment, on peut dire que c'est seulement l'instinct de survie. Je crois que ça va un petit peu au-delà. Peut-être juste nuancer quand même son rapport au judaïsme. Juste un petit... C'est vrai que j'ai découvert qu'il y avait eu un mariage laïque, mais aussi un mariage religieux à la grande synagogue de la Victoire à Paris. C'est un grand rabbin de Paris, Cannes. Mais il a quand même refusé que le mariage de sa fille soit un mariage religieux. Ce qui a créé une chicane avec sa sœur Rosine, qui a dit « Je n'irai pas à ce mariage. Mon frère, tu as des convictions, moi j'ai les miennes. » Tu vois, il y avait quand même un rapport plus compliqué. Il aimait bien aller à Kippour, mais pour les fêtes religieuses, quand il y avait l'interdiction du pain, c'était très compliqué pour lui. Donc, il était à la fois pratiquant, il était, je dirais, plutôt respectueux de la pratique religieuse. Il suggérait même à Marcel Mauss d'aller à la synagogue avec sa grand-mère pour l'accompagner. Et donc, etc. Donc, je pense qu'il lui, faut l'accompagnait. Donc, c'est intéressant comme discussion. Mais juste pour terminer sur d'origine juive, c'était quand même très intéressant que tu l'aies noté. Il y avait une dernière question, mais là, au point où on en est... Ouais, je voulais juste vous remercier parce que en fait, bon, je m'appelle Lucas Durkheim et en fait c'est drôle parce qu'on a entendu Durkheim, je pense, à peu près 550 fois depuis tout à l'heure et en fait c'est un nom. D'abord pour nous ça a été un nom et en fait quand on était plus jeunes, on portait le nom de notre mère et de notre père. Et évidemment, les dossiers de l'éducation nationale faisaient des cases trop petites, donc on s'appelait, moi je m'appelais Lucas Marsaudon Durk, ou Du, ou D. Et en fait, il n'y a jamais eu ce nom, et en fait, il n'y a jamais eu du coup d'identification à ça, et même peut-être un complexe de se dire qu'on appartient à ce nom, mais qu'on n'en connaît rien. Et donc j'ai quitté le lycée à 18 ans, je me suis dit tiens, c'est l'occasion d'utiliser le deuxième. Donc je me dis peut-être tous les 18 ans, je vais faire un roulement, on verra quand j'en aurai 36. Mais du coup, là, je découvre qu'il y a quand même un monde, voilà. Et en fait, j'ai lu donc le livre de Mathieu sur Bordeaux, et j'ai lu le début du pavé de Marcel, qui est très très important et que j'ai toujours à côté de moi. Et en fait, c'est cool parce que ça fait une belle introduction pour nous qui faisons partie de la famille, enfin moi personnellement, et qui savons pas par où prendre l'histoire, quoi. Voilà. Donc je voulais vous remercier. C'était vraiment le beau mot de la fin.